Vous êtes sur Radio Sputnik. La décision de la Commission du bassin du lac Tchad regroupant le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad de former des forces collectives pour lutter contre le groupe Boko Haram a été adoptée fin 2014. Malheureusement, aucun des 4 pays ne se hâtait de tenir la promesse de réserver à ces fins ses 700 soldats. Les commandos du groupe en ont profité, ayant engagé l'offensive contre le territoire appartenant au Cameroun, long de 100 et large de 60 km entre le Nigeria, la rivière Chari, frontière naturelle du Tchad, et le littoral sud du lac. Les commandos de Boko Haram ont pris d'assaut début janvier la ville stratégique de Baga, dans le nord-est du Nigeria, à 200 km de N'Djamena, capitale du Tchad. Leur succès a poussé enfin les pays voisins de la région à entreprendre les démarches décisives. Le sommet de 13 pays africains et non africains, avec la participation des délégués de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales, s'est réuni le 20 janvier à Niamey, capitale du Niger. Le chef de la diplomatie nigérienne, Mohamed Bazoum, a dit en ouvrant la réunion: La situation sécuritaire au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad s'est considérablement dégradée depuis notre dernière rencontre. En effet, Boko Haram a multiplié les attaques et s'est constitué un vaste territoire aux frontières de nos 4 pays qu'elle administre désormais selon ses propres règles. La prise de la ville de Baga le 3 janvier dernier témoigne de la puissance de feu de la secte qui dispose de plus en plus de moyens considérables. L'objectif de Boko Haram, c'est le contrôle du bassin du lac Tchad, zone stratégique pour son approvisionnement extérieur en armes et vivres et sa sanctuarisation territoriale. La montée en puissance de Boko Haram traduit notre lenteur et notre incapacité à lui opposer une réponse conséquente. Nous assistons en effet impuissants, comme cela avait été le cas du Mali, à la perte de la souveraineté du Nigeria sur des pans entiers de son territoire et à l'exportation de la violence vers les pays voisins. À la fin du sommet, ces participants ont pris notamment la décision d'accélérer la mise en œuvre de la force régionale à laquelle participent le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Le Tchad a réagi le premier, ayant envoyé au Cameroun une colonne de 400 blindés avec des soldats. Ainsi, une guerre réelle contre Boko Haram a commencé dans la région du lac Tchad. Comment appréciez-vous la réunion à Niamey et la guerre contre les djihadistes nigérians? L'interlocuteur permanent de notre observateur, Igor Yazon, le géopoliticien belge Luc Michel, directeur général de l'ONG Observation Eurasienne pour la démocratie et les élections, animateur DOD-TV et Afrique Média, répond à la question dans une interview accordée par téléphone de Bruxelles. Le sommet de Niamey, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un sommet qui devait officialiser la collaboration entre les armées tchadienne et camerounaise. Le sommet étant ouvert, d'où est parti précisément le terrorisme djihadiste qui sont le Nigeria et le Niger. Mais les Occidentaux très rapidement se sont emparés du sommet. On est maintenant à 9 pays, on parle de 10, plus les grands organismes internationaux, Union africaine, Union européenne, ce qui l'est moins, et Africom ou encore Nations Unies. Le sommet se transforme en une volonté par les Français et les Américains de garder le contrôle de ce qu'ils appellent la guerre au terrorisme. Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? C'est-à-dire que le terrorisme de Boko Haram a débordé du Nigeria vers le Cameroun, donc sur le nord-est du Cameroun. Le Cameroun, c'est un État qui est une des cibles des changements de régime des États-Unis et il est victime en fait d'une triple agression. Il y a l'agression militaire de Boko Haram qui est lourdement armée. Il y a une agression qui est celle des ONG occidentales, notamment l'International Crisis Group de George Soros, et il y a une agression diplomatique puisque Obama a sommé le président du Cameroun, Paul Biya, de quitter le pouvoir en 2015. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'élection en 2015 au Cameroun. Le Tchad, c'est un État qui a l'armée la plus forte de la région. L'ancien ennemi de Kadhafi, qui est Idriss Déby Itno, le président du Tchad, il a une armée très forte qui s'est battue depuis de façon quasi ininterrompue pendant 30 ans. L'armée camerounaise
camerounaise se bat très bien contre Boko Haram, l'armée nigérienne pas du tout, mais l'armée camerounaise se bat avec des méthodes traditionnelles contre une guérilla et donc elle a des pertes importantes et continuellement elle reprend et elle repère du terrain, ce qui est la caractéristique d'une guérilla. Le Tchad pas. Donc le Tchad a proposé dans une position que les panafricanistes jugent panafricaine. C'est nouveau puisque Idriss Déby n'était absolument pas panafricain il y a une année et demie ou 2 années. Eh bien donc il a proposé l'envoi d'une partie de son armée avec des spécialistes de la lutte contre la guérilla au Cameroun. C'est une opération qui est en route et cette opération ne plaît pas aux Occidentaux. Il faut comprendre qu'il y a actuellement 2 grands projets en Afrique. Le premier, ce sont les décisions du sommet de Malabo qui s'est tenu au mois de juin, donc 2014. On devait à ce sommet parler de l'agriculture, mais on a surtout parlé de sécurité. Et on a relancé les projets qui étaient ceux de Muammar Kadhafi, créer une armée panafricaine et la créer au départ d'une force d'intervention spéciale panafricaine dont certains pays discutent. L'idée de le Tchad, le Cameroun et la Guinée équatoriale, c'est de créer une force qui serve de modèle local. Déjà, le président de Guinée équatoriale a proposé l'envoi de troupes au Nigeria et au Cameroun et ça a été refusé, violemment refusé par les Occidentaux. On a repris les grandes critiques combien de débats, dictateurs, etc. Bon. La deuxième grand projet, évidemment, c'est de créer une force de stabilisation, de nouveau au départ des mêmes pays, et qui serait déployée dans le cadre d'une organisation politico-militaire qu'on appelle le Conseil du Golfe de Guinée, qui reprend 9 États, dont la Guinée équatoriale. Les Américains et les Français ont immédiatement commencé à torpiller ces projets. C'est la raison de la mise un peu sous captation, de la mise sous contrôle du sommet de Niamey. Qu'ont-ils fait immédiatement à la fin du sommet USA-African Leader, c'est-à-dire le 7 août 2014, Obama a annoncé le lancement de sa propre force de stabilisation et d'intervention rapide. C'est une force qui est déjà en cours d'organisation, ce qui veut dire qu'elle rend obsolète ou inutile le projet de l'Union africaine. C'est une force qui va s'appuyer sur des États clients des États-Unis dans la région, c'est-à-dire essentiellement le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, et le tout évidemment sous le contrôle de l'Africom et avec l'aide des bases de drones de l'Africom. Le grand problème de la guerre au terrorisme, défini tel quel par les Occidentaux, avant que nous ne parlions dans une deuxième partie, Igor, du djihadisme africain, quel est le problème de cette guerre au terrorisme? C'est qu'elle correspond dans son déploiement au projet géopolitique américain qui est de faire de l'Afrique subsaharienne et du golfe de Guinée la frontière sud du grand Moyen-Orient américain. Et la deuxième chose, c'est que les bases américaines, mais aussi fort curieusement l'émergence des guérillas djihadistes, correspondent à cette frontière. Lorsque George Bush, en 2007-2008, lance l'Africom, les Américains ont une seule base en Afrique, c'est Djibouti à côté de la base française. Nous sommes aujourd'hui à 34 bases américaines. Chaque pays qui est touché par le déploiement d'une force djihadiste, c'est un pays où les Occidentaux interviennent. Il y a, vous le savez, 9 interventions militaires françaises et il y a donc 34 bases de l'Africom, beaucoup étant des bases de surveillance avec des drones. On en revient au sommet de Niamey. Il y a eu avant-hier sur le site de l'ambassade des États-Unis, donc au Nigeria, la proposition précisément d'établir au Nigeria une grande base de drones de l'Africom, sous contrôle de l'Africom, et une proposition directe que l'Africom assure la sécurité au niveau des renseignements et de la surveillance du Nigeria et du Niger, et on est évidemment de nouveau dans la mise sous contrôle d'un État africain. Voilà les enjeux dont on ne parle pas dans la presse occidentale et très peu dans la presse africaine du sommet de Niamey, et je vous remercie d'ailleurs de l'opportunité que vous me donnez, puisque vous savez que Radio Sputnik, comme avant Radio Moscou, sont très écoutés et très lus sur le site La Voix de la Russie par des dizaines et des dizaines et de milliers d'Africains. J'ai un contact intime avec beaucoup d'Africains. Ils me confirment tous le rôle leader de votre média dans la contre-information. Mais quand même, les opérations militaires ont déjà commencé ou non? Il y a la préparation de l'arrivée des troupes tchadiennes, mais il y a deux problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une peur, notamment au Cameroun, de l'armée tchadienne, parce que l'armée tchadienne
tchadienne, au moment de la chute de la Jamaïria, elle était le principal partenaire militaire de la France. Vous savez que l'opération Barkhane, qui est le redéploiement notamment de Sangaris et d'autres opérations militaires françaises, elle est organisée à partir du Tchad. Le Cameroun est un État africain où le nationalisme est très important. Le Cameroun n'est pas une ancienne colonie française. Elle a reçu un mandat, vous savez que dans le lointain temps, une partie du Cameroun était colonie allemande. Et donc la France est détestée. Le djihadisme tel qu'il existe, c'est un phénomène transnational. Sur mon propre plateau de télévision d'Afrique Média, on a évidemment des débats très nombreux sur ce sujet et certains panélistes qui appartiennent à l'ancienne génération sont opposés à l'arrivée de cette force en disant qu'elle met en danger la souveraineté du Cameroun. Tout ça est dépassé. Nous sommes à l'ère de la globalisation et les gens qui attaquent l'Afrique, les djihadistes sont des réseaux transnationaux et évidemment, comme le montre très bien le débordement de Boko Haram sur le Nigeria ou le débordement du califat sur la Syrie et l'Irak, et évidemment la façon dont l'autre branche, parce que pour moi l'agression elle est double, elle est occidentale et djihadiste, la branche occidentale aussi, elle réfléchit de façon transnationale. Donc il y a toute une série de freins qui sont mis en route actuellement au moment où Boko Haram agit de façon très rapide. Il faut comprendre ce qui se passe au Nigeria, Igor. Le Nigeria qu'on a présenté longtemps comme la première puissance du continent africain, comme l'économie la plus forte, et comme la première armée du continent, eh bien, l'armée nigériane, elle est incapable face à Boko Haram. Visiblement, elle a peu d'envie de se battre, elle n'est pas très compétente, et pendant ce temps-là, Boko Haram s'est déployé. Il y a maintenant la constitution, exactement sur le phénomène du califat en Syrie et en Irak, d'un quasi-état de facto de Boko Haram, où on applique la charia, où l'économie est piratée pour financer l'organisation. Le but de Boko Haram étant d'ailleurs, les Africains, ça, généralement n'en parlent pas, peut-être parce que ça leur fait peur, mais c'est un califat à cheval sur le Nigeria, le Niger et une partie du Cameroun. Donc il y a urgence. Vous savez que le Nigeria a un accord avec les Américains, ça ne sert à rien visiblement. À cela s'ajoute l'arrivée de la politique russe, parce que la volonté de recoloniser l'Afrique, qui est celle de Washington, dans tout ça, la France, l'ex-France-Afrique, n'est là que comme porteur de valise de l'OTAN. Eh bien, la volonté de Washington, c'est de s'opposer d'une part à l'avancée économique des Chinois en Afrique et au retour de la Russie en Afrique. À partir de ce moment-là, on voit l'explosion du djihadisme et des petits mouvements qui étaient quasi clandestins deviennent des grands mouvements. C'est évidemment le développement de Boko Haram, qui est le mouvement, je vais dire, qui a la plus grande réussite, comme Daesh est la plus grande réussite du djihadisme au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Boko Haram fera 3 États africains. Boko Haram peut déployer des brigades mécanisées avec des blindés, des transports de troupes blindés. Il n'y a pas encore d'aviation, mais il y a des moyens de défense aérienne, puisque ils ont des missiles SAM. Ils ont aussi des missiles Milan français. On nous dit toujours que c'est les arsenaux de Tripoli, mais à l'intérieur, on a arrêté, d'après des sources que je possède sûres, au Nigeria, on a arrêté des mercenaires français et certains disent que l'arrêt surprise de Hollande à la fin du mois de décembre lorsqu'il a rencontré Poutine à l'aéroport de Moscou, c'était pour que la Russie ne porte pas l'incident devant le Conseil de sécurité. Et donc, il ne faut pas voir cette guerre au djihadisme que mène l'Afrique. Il ne faut pas la confondre avec la soi-disant guerre au terrorisme que mènent les Occidentaux et qui, pour moi, est un prétexte. Et on est donc dans une opération, une partie à 3, c'est-à-dire qu'on a les Africains, les États africains qui veulent en finir avec le cancer terroriste. On a les États occidentaux qui s'en servent pour développer leurs infrastructures et mettre sous contrôle les États africains, des États qui perdent leur souveraineté. Et la dernière chose, on a évidemment les djihadistes qui profitent évidemment de la situation.
Le grand thème du sommet de Niamey, et ça sera ma dernière conclusion, c'est que toute la presse africaine, et là elle est lucide, met en cause ce qu'ils appellent la perte de souveraineté de l'État nigérian, puisqu'on a un État qui va dépendre des États-Unis, qui dépend déjà pour sa sécurité, qui dépend de l'armée française, qui va dépendre en partie peut-être de l'armée tchadienne et d'autres armées africaines, qui ne contrôle plus une immense partie de son territoire. Et donc, on arrive de nouveau, après la Somalie, après la Libye, après le Mali, après la Centrafrique, on est de nouveau qu'un État africain qui va éclater et qui va devenir un non-État de facto. Voilà le bilan complet. Si vous lisez la presse ou occidentale et africaine, Igor, vous n'aurez qu'une toute petite partie de cette analyse. Le terrorisme, il n'est pas né de rien du tout. Tu sais que quand on l'a prouvé, quand ils veulent agir à Bruxelles ou à Paris, on arrive en 24 heures à des dizaines d'arrestations, on abat des types, on trouve des armes, et subitement en Afrique, ils ne les voient pas. Il faut savoir qu'avec les satellites, pas en permanence, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les satellites, ils tournent autour de la Terre, et ils ne filment pas tout. Il faut leur donner une cible. Mais lorsqu'un satellite est ciblé pour une journée sur un pays, on peut voir, il y a des photos qui existent, on peut voir des filles bronzées dans leur jardin. Hein. On en est là au degré d'image. Donc, ça ne tient pas debout qu'on ne sait pas suivre les colonnes djihadistes. Ils l'ont prouvé avec la mort de Kadhafi. Kadhafi a été suivi, repéré par un satellite. Donc, il y a une grande comédie pour moi. Le problème que les Occidentaux rencontrent maintenant en Afrique, c'est qu'il y a un mouvement panafricain qui est très dynamique, il y a une presse panafricaine, et eux se rendent compte du problème, évidemment. Mais quand même, la guerre va commencer contre... Mais la guerre, elle est commencée. La guerre, elle est commencée, Igor. C'est-à-dire qu'on se bat quotidiennement dans le nord-est du Cameroun. On se bat quotidiennement au Nigeria. L'armée nigérienne, on oublie, elle a l'air incapable de tout, que l'État a de gros moyens, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que tout simplement, les types qui sont à la tête de l'armée, c'est les copains du président, ou ça, tu connais le problème des régimes africains avec leur armée. Peut-être que le président du Nigeria n'a jamais voulu que l'armée puisse le renverser. Mais donc, on oublie l'armée. L'armée camerounaise, par contre, se bat tous les jours. Elle a des pertes, il y a des morts tous les jours. Il y a une adhésion d'une grosse partie de la population derrière Paul Biya, mais c'est une armée qui n'est pas compétente contre la guérilla. Et alors, comme les Camerounais sont nationalistes, ils n'acceptent aucun conseil. Il y a un groupe de sénateurs camerounais qui m'a proposé de venir faire une conférence devant des officiers camerounais, et ça a été immédiatement interdit par des ministres. Ils veulent pas recevoir de leçons. Moi, je leur ai dit sur un plateau de télévision, je me suis trouvé une fois devant un des chefs, c'est un parlementaire, mais c'est un des chefs des services secrets camerounais. Je lui dis, allez en Syrie et demandez des conseillers syriens. Et on m'a répondu sur le plateau, mais ça c'était au début, il y a 6 mois. On m'a dit, oui, mais on n'a pas de leçons à les prendre en Syrie. Je dis, vous verrez, il y a des gens qui font front au terrorisme, qui ont une expérience et qui seraient très heureux de vous aider. Mais ils veulent pas. Donc, ils mènent la guerre avec les méthodes françaises et avec des coopérateurs français qui ont un pied de l'autre côté. Par exemple, les soldats de Boko Haram qui ont mené la première grosse attaque contre le Cameroun, ils étaient équipés avec des tenues de parachutistes français neuves. Voilà où on en est. C'était le sujet d'Igor Yazan. L'Afrique engage une guerre contre Boko Haram.